Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Nous allons directement au Niger où l'opposition refuse les résultats. En effet, l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats dits fantaisistes de la présidentielle qui tombent déjà au compte-gouttes depuis ce mardi. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza s'est engagé à ouvrir un dialogue exclusif avec l'opposition, a indiqué le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à l'issue de leur rencontre ce jour. Cette annonce s'inscrit dans une série de mesures prises ces derniers jours par le gouvernement burundais, notamment la levée de mandats d'arrêt internationaux, l'autorisation de réémettre pour 2 radios. Et bien évidemment, nous revenons dans la deuxième partie de ce magazine consacré au débat radiophonique. Nous réfléchirons sur l'entrepreneuriat chez les migrants, notamment ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne. Nous tenterons de joindre l'un de nos consultants, Henri Ndoumbé, afin qu'il nous fasse comprendre, avec son expérience de chef d'entreprise et aussi de consultant dans le domaine stratégique des entreprises, pourquoi encore aujourd'hui, ceux-là qui semblent avoir besoin d'unir leurs forces, de mutualiser leurs efforts pour être assez forts ne le font toujours pas. Voilà pour le sommaire, le développement de toutes les informations et bien d'autres dans quelques instants. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pourquoi c'est seulement pendant mon absence qu'on me dit que tu es dehors? Et comment se fait-il que même étant avec toi c'est le même rapport? Ma prunelle, je n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your body on me, my coco. J'aime quand tu revis tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on, tell me moudades. Moudades, baby, come on, tell me moudades. Moudades, come on, tell me moudades. Moudades, baby, come on, tell me moudades. Où est ton problème? Pourquoi se servir de la vie amoureuse des gens pour faire le buzz? Ne penses-tu pas qu'une star aussi puisse avoir un seul amour? Ma prunelle, n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your butt on me, my coco. J'aime quand tu remets tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on, tell me moudades. Moudades, baby, come on, tell me moudades. Moudades, come on, tell me moudades. Moudades, baby, come on, tell me moudades.
Tam Tropical. C'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Nous allons directement sur le continent africain où la CENI continue la vérification des résultats de l'élection présidentielle du 22 février dernier à Niamey, c'est au Niger. Rappelons que l'opposition nigérienne a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats fantaisistes de la présidentielle qui tombaient dès ce jour au compte-gouttes. Le pouvoir affirme au contraire que le scrutin était bien conforme aux normes internationales. Tel que cela a été proclamé jusqu'à maintenant, on ne peut pas les reconnaître, a déclaré donc à Niamey Amadou Boubacar Sissé, porte-parole de la coalition pour l'alternance 2016, dite la COPA, commentant ainsi dans les premiers résultats du scrutin de dimanche et lundi. Les résultats sont encore provisoires et partiels et ne permettent pas de dégager une tendance, même si le président sortant Mahamadou Issoufou a pour l'instant une infime avance. Et donc, pour en parler dans la diaspora, nous sommes ce soir avec Aboubacar Lalo Keita. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien ici. Très bien. Merci. Donc, merci bien de m'avoir donné la parole une fois de plus, puisque j'avais intervenu chez vous il y a à peu près un an. À peu près un an, c'était sur, sur Boko Haram. Très bien. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes enseignant, vous êtes géographe à Grenoble et vous êtes en même temps vice-président du CONIF, entendu le Conseil des Nigérians de France. C'est bien cela? Bien sûr, ouais, exactement, ouais. Quelle est votre réaction donc à la suite des premiers résultats qu'on a au Niger aujourd'hui sur la présidentielle? C'est un sentiment de fierté. Moi, je me suis dit, et puis bon, cela ne m'étonne pas de la part des Nigériens, puisque nous avons de tout le temps eu des élections exemplaires. Donc, rappelez-vous, en 93, lorsqu'il y a eu des élections, donc les premières élections, et plus tard, récemment, en 2011, ce sont toujours des élections qui se sont très bien passées et acceptées par le perdant. Voilà. Donc, et c'est ce qui se passe donc actuellement. Je pense que tout le monde est unanime pour reconnaître la qualité, l'exemplarité vraiment de ces élections-là. Et elles ne peuvent souffrir d'aucun doute. Voilà. Et en plus, je profite vraiment pour dire, c'est la première fois que la diaspora nigérienne donc arrive donc à effectivement à voter ici en France. Donc c'est qui est quand même une grande première, que ce soit donc aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Belgique, etc. Donc il y a des bureaux de vote donc qui sont implantés pour permettre effectivement donc aux Nigériens de dire. Monsieur Keita, oui. Voici ma question. On a entendu Monsieur Mahamadou Issoufou, le président de la République, qui a promis pratiquement une victoire rapide suite à une campagne quand même assez tendue. Oui, mais cela ne m'étonne pas. Vous savez, les campagnes électorales ont été de tout le temps tendues. Heureusement, chez nous, il n'y a pas de violence. Donc, vous allez vous rappeler toutes les élections qui se sont passées. Il n'y a jamais eu vraiment de signes. Ce sont des violences verbales. Ça existe dans toutes les élections du monde. Voilà. Et Mahamadou Issoufou, de la qualité du travail qu'il a accompli pendant 5 ans, je pense qu'il est à même de dire aux Nigériens, écoutez, je vais passer au premier tour et je vais finir le travail déjà entamé. Voilà, nous reviendrons sur le programme si vous voulez, mais il est de notoriété publique que Mahamadou Issoufou maintenant pèse quand même sur cet espace politique donc nigérien, avec l'appui aussi d'une quarantaine de partis justement qui le soutiennent. Alors, Monsieur Keita, pardonnez-moi de vous couper, Monsieur Keita, mais j'ai une autre question, c'est que lorsqu'on a suivi de près cette campagne, on a de nouveau entendu des choses du genre, des bureaux fictifs. Par exemple, dans la deuxième ville du pays, Monsieur Zinder a accusé, le parti au pouvoir d'avoir proclamé des résultats qui provenaient des bureaux de vote fictifs. Oui, mais ça, ce sont des manœuvres dilatoires de l'opposition, généralement. Donc là-dessus, je peux vous affirmer, étant moi-même originaire de Zinder, où vous faites allusion, c'est-à-dire le plus fort électorat du Niger, c'est la région la plus peuplée du Niger, et après avoir entendu la responsable de la CENI là-bas, l'affaire est close. Donc il n'y a pas d'affaire. Au fond, tout simplement,
il y a des rumeurs donc de l'opposition qui sont un peu propagées un peu partout, soit disant qu'il y a plus de bureaux que la CENI n'en a en fait donc annoncé au départ. Donc ce qui fait que souvent ces rumeurs-là prennent forme au Niger. Hein. Ça c'est pas nouveau. Hein. De toute façon, on a entendu du tout et son contraire justement de la part de l'opposition. Donc ça m'étonne pas. Mais je peux vous dire actuellement, après avoir téléphoné justement donc à Zender, dans la famille et même chez les opposants, il me semble, et avoir entendu aussi la présidente de la CENI, cette affaire est close, elle n'a pas le droit d'y être, quoi. Et donc c'est même pas la peine un peu de la propager, quoi. Voilà. Donc c'est un épiphénomène. Bien, c'est un épiphénomène selon vous. Alors, monsieur Lalo Keita, restez avec nous. Enfin, plutôt, on vous quitte au téléphone. Restez avec nous. On vous retrouve dans la deuxième partie de ce magazine qui est consacré au débat radiophonique. Donc, je rappelle à ceux qui ne se joignent à nous qu'à ce moment que, dans la deuxième partie de notre magazine, nous parlerons donc de l'entrepreneuriat chez les migrants, notamment ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne. Alors, selon vous, monsieur Keita, si on comprend bien votre propos, la diaspora, puisque vous êtes le vice-président du CONIF, entendu, le Conseil des Nigériens de France, selon vous, la diaspora soutient ces résultats? Oui, je peux vous dire ici, en ayant été dans les bureaux de vote, la diaspora a massivement voté pour Mamadou Issoufou. Donc, que ce soit pour les présidentielles et que ce soit aussi pour les législatives. Voilà, donc le PNDS, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le parti de Mamadou Issoufou, justement, a raflé pratiquement avec des taux de 65%, hein, que ce soit pour les présidentielles ou pour les législatives. Donc, là-dessus, ici en France, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, la diaspora a massivement cautionné l'œuvre entreprise par Mamadou Issoufou et apparemment, donc, le remercie et l'invite à continuer. Bien. En d'autres termes, on a dans nos oreilles ce soir, apparemment, donc, quelqu'un qui soutient le régime en place. Nous ne sommes pas là pour décrier ou pour critiquer quoi que ce soit. Nous reviendrons donc sur... Oui. Non, mais Juvenal, je suis objectif, malgré tout. Ce sont les résultats. Donc là-dessus, on ne peut pas mentir. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. Donc moi, je me dis, si les gens ont massivement voté pour Mamadou Issoufou, quand même ici en France, hein, c'est que il faut interpréter donc ce résultat-là à l'aune du travail accompli donc par le président sortant, enfin tout simplement. Donc j'observe, j'analyse, tout simplement. Je suis un observateur de la vie politique nigérienne en même temps, donc voilà, on ne peut pas me dénier cela. Bien, merci. Donc c'est Aboubakar Lalo Keita qui est le vice-président du CONIF, entendu Conseil des Nigériens, du CONIF, entendu Conseil des Nigériens de France. Ils ont donné sa réaction suite au premier résultat partiel d'élection présidentielle au Niger. On se retrouve tout à l'heure. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Notre voyage sur le continent via les ondes et on arrive directement donc au Burundi où le président Pierre Nkurunziza s'est engagé à ouvrir un dialogue inclusif avec l'opposition. Cette annonce donc s'inscrit dans une série de mesures prises ces derniers jours par le gouvernement burundais, notamment la levée de mandats d'arrêt internationaux, l'autorisation de réémettre pour 2 radios. Ces mesures ont été interprétées ce jour par le secrétaire général de l'ONU comme, je cite, des gestes de bonne volonté. Des responsables politiques de l'opposition et du parti au pouvoir ont promis de s'engager dans un dialogue inclusif. C'est ce que le président Nkurunziza a également confirmé, qu'il allait s'engager dans un dialogue politique, a déclaré M. Ban Ki-moon à l'issue de son entretien avec M. Nkurunziza. Les responsables politiques burundais doivent être prêts à rassembler le courage et la confiance qui aboutiront à un processus politique crédible, a ajouté Ban Ki-moon. Hier soir, ce dernier avait réuni à la même table les rares responsables des partis politiques d'opposition à ne pas être partis en exil et ceux du parti au pouvoir, le CNDD, le FDD. Rien ne les empêche de continuer sur cette voie, a estimé M. Ban Ki-moon. La question demeure toutefois de savoir qui sera invité à participer à ce dialogue politique. Sur ce point crucial, le président Nkurunziza a précisé, je cite, « Ce dialogue concerne tous les Burundais à l'exception de ceux qui sont engagés dans des actes de déstabilisation. »
Au Tchad, un mort à Faya-Largeau. Le mouvement de protestation d'élèves à Faya-Largeau, ville située à 1000 km de N'Djamena, la capitale, a été réprimé hier par la police. La Ligue tchadienne des droits de l'homme évoque un mort et 2 blessés. Mais les sources hospitalières parlent aussi d'un mort et de 5 blessés, tous atteints par des balles de militaires. Les lycéens ont commencé à manifester il y a une semaine. Ils décrient le viol collectif d'une jeune élève tchadienne par des fils de dignitaires ayant entraîné la mort de 2 manifestants qui dénonçaient ce crime. Les élèves n'ont pas décoléré malgré l'arrestation de 5 violeurs présumés, dont 3 enfants de généraux qui avaient posté sur les réseaux sociaux des photos de la jeune fille nue et en larmes. Les mouvements de protestation ont gagné différentes villes. D'abord la capitale N'Djamena, puis Massaguet à 80 km au nord de N'Djamena, Moundou, la capitale économique du Tchad, et aujourd'hui Faya-Largeau dans le nord du pays. C'est un mécontentement à cumuler. Nous faisons un tour au Nigeria où le parti d'opposition du Nigeria, le PDP, a aujourd'hui un nouveau chef. La nomination de son nouveau président, Ali Moudou Sherif, continue de soulever la controverse avec certains membres du parti qui menaçaient de partir s'il est assermenté comme chef de file du parti. Certains membres disent qu'Ali Moudou, c'est son Sherif, ancien gouverneur de l'état de Borno, au cœur de l'insurrection de Boko Haram, a un problème d'image et ne peut donc pas diriger le parti. Depuis qu'il a perdu l'élection présidentielle du 28 mars de l'année dernière, le Parti démocratique populaire de Goodluck Jonathan s'est empêtré dans une crise de leadership. Certains dirigeants éminents du PDP ont demandé récemment au nouveau président du parti de démissionner pour sauver ce qui reste de l'image de leur parti. Et on se retrouve en France. 6 migrants ont été condamnés en France à 1 mois de prison ferme pour avoir tenté de forcer le passage vers l'Angleterre. Le camp situé à Calais rassemble aujourd'hui quelques 4000 réfugiés dont le but commun est de gagner la Grande-Bretagne. Hier, 6 d'entre eux ont été condamnés à une peine d'1 an de prison ferme pour s'être introduits sur un ferry dans le port de Calais le 23 janvier dernier à l'issue d'une manifestation demandant l'ouverture de la frontière avec le Royaume-Uni. 2 Français qui les accompagnaient se sont vus infliger 300 € d'amende. Le gouvernement français souhaite montrer sa fermeté face à la crise des migrants. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tu veux pas écouter. D'après toi c'est le pharaon. Alors que pharaon là ça peut pas payer Sima Oye. Umanaguya d'Abla Ipidato. Umanaguya d'Abla Ipidato. C'est une histoire de sagacité. Sagacité ni d'Abla. C'est une histoire de sagacité. Sagacité ni d'Abla. Partout tu passes dans la cité, on ne parle que d'Abou de Kabongo. Paris, London, Abidjan, on ne parle que de toi, oh yeah. Siga, champagne, négo, ça c'est ta devise, oh yeah. Abou, vas-y, mollo, mollo. Sagacité ni d'Abla, oh. Oumana kuya d'Abla, Ibudato. Oumana kuya d'Abla, Ibudato. C'est une histoire de sagacité. Sagacité ni d'Abla, oh. C'est une histoire de sagacité. Sagacité ni d'Abla, oh. Aruna Dendane, Karim Chouaïbi, Momo Tahiri, Mamchek, la force tranquille. Mamgo ma fo, il faut yel mam, tika fo yelie. Mamgo ma fo, il faut yel mam, tika fo yelie. Abou basi molo molo.
sagacité inondable. Dans la vie là, y a des choses difficiles à gérer, oh yeah. Mais quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir où tu t'en vas, oh yeah. Woman agree adapt life with that, woman agree adapt life with that, c'est une histoire de sagacité. Salut la Sissi, sagacité ni d'abla, John Pri, Versace Lino, Sangi Boro, Mori le Moula, Solo Béton, mon ami Was de Was, commissaire de Bagnolet, Adam Sparagi, Maurice Ayer de London, Benito, Nino Faso, le pauvre devenu trop riche, s'il n'a pas la maîtrise, se livre à la folie de grandeur. C'est pareil que pour le riche, devenu très pauvre, lui devient fou. Fouka, 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 fouka. Suna, abba, suna, abba, suna, abba, suna, abba, sigi, abba, sigi, abba, sigi, abba, sigi. Suma yo yo, suna, opo, c'est qui ça? Frère, faut arrêter Farou Farou. C'est ça qui va t'entraîner vers la chute. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, j'aime bien entendre cette phrase qui dit qu'il faut faire comprendre aux jeunes que quand on vit dans un pays, il faut bien respecter ce pays-là. Et aussi, la question qui se pose tout de suite, est-ce que ceux qui viennent d'ailleurs ont toujours le droit à respecter? C'est une autre paire de manches. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois, nous parlons donc de l'entrepreneuriat chez les migrants issus des diasporas afro-caribéennes, notamment ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne. Ils sont ceux qui semblent avoir du mal à se retrouver, ceux qui semblent avoir du mal à accéder même au marché public, mais pourtant, ils ne sont pas toujours en rang soudé, ils sont toujours soit seuls ou alors par petits groupuscules au point où leur solitude semble aussi être leur faiblesse principale. Dans le cadre de notre réflexion ce soir, nous essayerons de comprendre avec notre consultant Henri Gaston Doumbé. Il est chef d'entreprise et également consultant dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout dans les stratégies. Est-ce que Henri Gaston Doumbé est déjà avec nous? Il va nous joindre dans quelques instants afin d'apporter son regard sur cette difficulté que rencontrent donc les populations issues de l'immigration d'Afrique subsaharienne à se retrouver pour essayer de travailler ensemble. De même, il sera aussi possible pour nous ce soir, pendant un petit moment, pendant 5 ou 10 minutes, d'essayer de comprendre aussi pourquoi, de génération en génération, les uns s'en sortent et ceux qui s'en sortent généralement sont ceux qui sont, comme on dit souvent, des loups solitaires, dans le sens que ceux qui se retrouvent seuls sur leur voie
On les retrouve généralement dans les domaines des professions libérales, mais très peu dans le monde du commerce. Il sera donc question ce soir pour nous d'essayer de comprendre pourquoi ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui ne sont pas généralement habitués à la manière, on va dire, européenne de faire le business, en sens qu'ici, beaucoup s'improvisent chez l'entreprise. Pas parce que forcément c'est leur première vocation, mais aussi par défaut, en sens que, à force de chercher un emploi, on préfère en créer un parce qu'on se dit qu'avec celui-là, au moins, on ne sera pas demandeur d'emploi. Et aussi de comprendre aussi pourquoi ceux-là, quand ils se retrouvent, ont du mal à travailler ensemble. Est-ce que l'Africain est maudit, comme disent certains? Moi, je dirais que non. Alors, la difficulté se trouve où? Question d'organisation, question de confiance. Pourquoi même cette défiance et voire cette méfiance qui se trouve aujourd'hui dans ce milieu? Pour essayer de comprendre tout cela, on le verra avec nos consultants et tous ceux qui nous rejoindront dans le cadre de ce magazine. De relations. Mon frère, ma sœur, arrêtons de subir. Combattons le Congo-ça avec le Lalor. C'est parti. Une pensée particulière à ma maman chérie. Maman Odile, la mère de tout le monde, celle qui a tant fait pour les gens. Ah oui, c'est une femme de cœur. Occupe-toi de ta vie, ne t'occupe pas de ma vie. Ne me parle pas, arrête ça. Ne me parle pas, à part le Congo ça. Chaque jour qu'elle a dit ce qu'elle a fait ça. Un bruit qui coupe, une rumeur circule. Je suis discrète, on dit elle cache un gros secret. Mais moi je n'en ai rien à faire. Quoi que tu dises, efface l'homme est méchant. Échange tout des formes, toi son avantage. Et quel avantage trouve-t-on?
Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux qui ne se joignent à nous que maintenant, notre consultant est présent. Il s'agit d'Henri Gaston Doumbé. Bonsoir Henri. Comment allez-vous? C'est bien, et vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de nous faire une place dans votre agenda. Je le sais ô combien chargé, et de pouvoir répondre une fois de plus à nos questions. Ce soir, d'essayer de comprendre pourquoi ceux-là qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui semblent aussi avoir du mal à se retrouver avec le système, on va dire, français, ont du mal aussi à se retrouver. On a noté en préparant cette émission, on a constaté qu'il y a une réelle méfiance, voire une défiance entre ceux qui s'en sortent et ceux qui, on va dire, s'improvisent aussi chefs d'entreprise. Pourquoi cela? On va commencer par dire que nous sommes en train de développer ce sujet depuis quelques émissions déjà. Oui. Et c'est important plutôt d'évoquer d'autres effets qui freinent un peu ce développement de la communauté afro-caribéenne, plus spécifiquement celle subsaharienne, que de revenir et reprendre les mêmes choses. Henri Gaston, si je me permets d'insister, c'est parce qu'effectivement, même pour venir prendre la parole en studio et répondre à certaines questions, j'ai vu ce qu'on considère dans le jargon comme des aînés, dans le milieu comme des aînés, ne pas venir en studio pour répondre aux questions, pour nous éclairer sur justement leurs difficultés, parce qu'on a besoin de comprendre pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas du tout. Et là on se dit, oui, allez-y. Oui, je voulais déjà évoquer une fois, c'est-à-dire, soit on est chef d'entreprise et on a monté une entreprise sur le territoire français, et c'est une entreprise qui ne souffre d'aucun doute, donc il n'y a pas eu un distinguo qui est fait entre une entreprise montée par un immigré ou quelqu'un qui n'est pas d'origine française et quelqu'un qui est d'origine française. Donc il n'y a pas de différence à ce niveau. Maintenant, si vous voulez, on revient donc sur le principe de la communauté afro-caribéenne, c'est où je dis, il faut plutôt, et celle du Rhône-Alpes spécifiquement, il est important peut-être d'évoquer le fait comme quoi, avant d'arriver sur le plan économique d'une communauté, dont le fait de monter des entreprises et de travailler ensemble, il faut déjà évoquer le fait comme quoi nous sommes d'abord dans des milieux associatifs. Nous sommes dans un milieu politique et après on a le développement du milieu économique. Du moment où dans un territoire, à mon sens, je dis bien à mon sens, il n'y a pas l'unanimité dans le milieu associatif de la communauté afro-caribéenne, du moment où, vous vous rappellerez, je vous l'avais dit, que la seule personnalité politique que moi je reconnais et dont je donne du crédit dans la région Rhône, en termes de politique, vous vous rappelez, c'était sur vos ondes, c'était Hélène Geoffroy, qui a commencé bien évidemment sa carrière en étant conseillère générale, et par la suite elle est devenue députée, elle est députée de la 7e circonscription du Rhône, maire de Vaux-en-Velin, et aujourd'hui, depuis le 11 février 2016, elle est secrétaire d'État à la politique de la ville. Comme quoi, l'avenir me donne raison. Aujourd'hui, il faut peut-être voir comment ces milieux fonctionnent, et c'est à partir, parce que ceux qui composent ces milieux associatifs, le milieu politique, d'intégration d'un parti politique ou pas, en fonction de ses intérêts ou les intérêts de la communauté, ça on ne va pas entrer dans les notions de polémie, font que ce sont ces personnes par la suite, de manière, en tenant compte de la notion collective ou bien de manière individuelle, qui entreprennent. Et dans le fait déjà que l'on a eu à avoir des doutes sur des gestions de milieux associatifs ou des gestions individuelles des états d'âme dans le milieu associatif ou politique, en termes d'intégration de certains partis politiques sur la droite ou bien la gauche, qu'importe, on arrive donc sur un milieu économique qui devient très fragile, donc où on ne peut plus forcément travailler ensemble et on a donc le doute de personne à personne. Henri Gaston Doumbé, restez avec nous. Il y a quelqu'un qui n'a rien à voir avec le milieu, on va dire, des affaires. Il s'appelle Aboubacar Lalo Keita, qui lui est du milieu associatif. Il est enseignant, géographe. Monsieur Keita, une fois de plus, bonsoir. Oui, rebonsoir, Juvenal. Vous avez suivi le propos de monsieur Doumbé? Oui, j'ai suivi effectivement les thèmes développés, les thèses développées justement par notre ami. Il faut dire une chose, juste une seconde si vous me le permettez. Allez-y. Sur la première partie. Moi je pense que ces élections au Niger, franchement, c'est une chance. On a souvent des oiseaux de mauvais augure, justement, qui veulent mettre le feu dans ce pays. Ça, on en a entendu. Et nous, ça, on ne le veut pas. Le Niger, c'est un bien commun. C'est notre patrimoine à tous. Aujourd'hui, on n'a pas le droit, en fait,
de brûler ce pays-là. Monsieur Keita, alors, si vous le permettez, Monsieur Keita, nous aurons l'autre occasion de reparler du Niger, étant donné qu'on a que les élections partielles aujourd'hui. Nous reviendrons dessus. Non, le souhait, c'est de donner votre regard, parce que je prends votre parole ce soir, parce que vous n'êtes pas, on va dire, entre guillemets, pollué ou corrompu par d'une manière ou d'une autre par le milieu des affaires. Et du coup, vous êtes du milieu associatif et j'aimerais comprendre, j'ai besoin de votre regard croisé sur ce qu'a dit M. Doumbé sur la difficulté ou les difficultés que rencontrent ceux qui sont issus d'Afrique subsaharienne à se retrouver dans un système de mutualisation des efforts pour représenter une réelle force économique. Qu'en dites-vous? Voilà, oui, mais c'est la transition que je voulais faire. Allez-y. Justement, donc, en essayant de le faire avec donc les élections qui sont passées. Oui. Puisque, bon, moi, en faisant partie donc du CONIF, le Conseil des Nigérians de France, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes qui font que aujourd'hui, nous voulons inciter les Nigériens, par exemple, à investir au pays. Nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place un fonds d'investissement, par exemple, donc qui permettra donc à un Nigérien de faire un montage d'entreprise, etc. Et nous, en tant que conseil, en tant qu'aussi, on a un petit carnet d'adresses, quoi. Donc on peut donc donner donc cette personne-là la latitude, effectivement, de créer son entreprise au Niger, donc avec toutes les règles d'investissement qu'il le faut au Niger. Voilà, donc on a ce fonds d'investissement-là. Nous voulons mettre sur pied aussi un vivier de compétences, c'est-à-dire essayer de savoir qui sont les Nigériens ici, donc de quoi ils sont capables, quoi, à peu près, entre guillemets. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et nous, on va essayer de les conseiller, par exemple, à s'orienter dans tel ou tel domaine, donc à créer des entreprises donc dans ces domaines-là. Voilà, donc on a tout un panel justement donc de mécanismes qu'on est en train de mettre sur place. Et récemment, donc le 30 janvier, nous avons réuni à l'ambassade du Niger donc les personnes qui sont porteuses de projets au Niger, Donc nous les avons réunis donc pour essayer de parler avec ces personnes-là, donc sous des formes un peu transversales, donc comment ils peuvent aller porter leur projet au Niger. Bien. Voilà. Monsieur Keita, si je comprends bien votre propos, c'est qu'aujourd'hui vous êtes en train de mettre des passerelles et pour permettre à la diaspora nigérienne de pouvoir investir au Niger. C'est qu'il laisse croire donc que vous, en tant que communauté issue du Niger, quand vous vous retrouvez en France, vous parvenez à vous retrouver. C'est bien cela? Oui, nous vous vous retrouvez. Nous retrouver. Bien, vous vous retrouvez. Nous on forme. C'est-à-dire c'est l'agrégation de pratiquement toutes les associations de toutes les associations de France. Donc le CONIF est formé de toutes les associations en France. Bien. Voilà. C'est entendu. S'il vous plaît, c'est entendu. Alors, est-ce que dans le travail que vous faites, vous êtes ouvert à d'autres origines? Parce que on parle de l'Afrique aujourd'hui, mais ça laisse croire que si le Niger, les Nigériens de France se retrouvent bien et qui sont soudés, qui sont, on va dire, ils parlent d'une même voix, est-ce que vous êtes ouvert vis-à-vis des autres communautés? Nous sommes ouverts à tout le monde. Et alors, vous échangez, à titre d'exemple, est-ce que vous avez des échanges avec d'autres pays d'Afrique ici en France, dans ce sens-là? Nous sommes partie prenante du forum. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Je vois ce que c'est. Voilà, donc c'est le forum des personnes issues des migrations. Voilà, donc nous sommes adhérents à cette méga association. C'est situé à Paris. Hein. Je vois. Alors, monsieur Keita, j'insiste parce que ce soir, en vous donnant la parole, je sais combien vous êtes dynamique dans l'univers associatif, mais seulement dans le milieu des... On essaie, hein. Oui. On essaie, ça fait un an que vous le dites. Vous le dites, mais cependant, alors ce qui est intéressant, c'est que quand on parle au Nigérien, d'accord, votre nom est cité plusieurs fois. C'est qu'ils s'entendent effectivement que vous faites peut-être pas l'unanimité, mais vous êtes bien vu dans votre communauté. Est-ce qu'il y a une autre ouverture? Parce que le forum, je sais ce que c'est, on n'en parlera pas ce soir. La difficulté est réelle. Les Nigériens s'en sortent, c'est votre discours. Peut-être parce que vous êtes le vice-président et que vous avez besoin de donner une belle image de votre structure. Peut-être, je dis pas que c'était faux. Mais cependant, la difficulté que nous montrons ce soir, est-ce que vous la connaissez? Non, mais la pas difficulté du tout. Non, mais on connaît nos limites, hein, de toute façon. On sait qu'on ne peut pas tout faire. Et dans un laps de temps aussi. Il nous faut du temps. C'est-à-dire, il faut asseoir
tous ces mécanismes-là, les consolider dans un premier temps. Et après, avoir tous les soutiens du pays, des autorités nigériennes. Parce que sans soutien, on ne peut rien faire ici. Bien, on ne peut rien faire. Ça, je l'ai compris. Donc, il faut réviser les codes des investissements, etc. Au moins que le Nigérien qui apporte son matériel soit, par exemple, exempté des droits de douane, etc. quoi. Donc, vous voyez, tous ces problèmes-là, Mais je l'ai très bien compris, M. Keita. Pardonnez-moi de vous couper, je suis obligé. Je l'ai bien compris, c'est-à-dire, sur le point de vue nord-sud, c'est-à-dire la coopération nord-sud, la diaspora nigérienne représente, ou plutôt, est en train de monter des projets pour venir en aide au Niger. Mais sur le plan national, ici en France, on trouve des entrepreneurs qui se cherchent. J'ai bien dit, sauf quelques-uns qui le font, et ceux-là qu'on peut appeler des loups solitaires, ceux qui font route seuls. Ils ont du mal à se retrouver. C'est des loups solitaires, effectivement, quand vous les caractérisez ainsi. Parce que souvent, ce sont des personnes... nous cherchons un peu à nous rapprocher d'eux. Souvent, on ne les connaît pas. Que faites-vous concrètement? C'est ça que je veux entendre. Que faites-vous pour vous rapprocher d'eux? C'est déjà essayer de nous recenser, c'est-à-dire donc essayer au sein des associations, donc essayer de voir ce vivier de compétences-là. Les personnes, est-ce qu'elles ont une entreprise, elles ont une société, etc. Et comment, ils sont où, etc. Donc c'est par là que nous allons essayer donc de les connaître et éventuellement, pourquoi pas un peu les aider, les cadrer, etc. Bon, de toute façon, ils ont leur entreprise ici. Et pourquoi pas ne pas les reproduire au Niger? Bien. Monsieur Keita, ouais. Je vous coupe. Je reprends donc notre consultant Henri Gaston Doumbé. Il vous a entendu, il vous a écouté. Il voit qu'effectivement, de ce que vous dites, la communauté nigérienne est au sein de sa petite structure. Elle est bien, vous êtes bien entre vous. Et je me tourne vers Henri Doumbé pour lui dire, est-ce que vous avez vent de cela? Des structures qui s'en sortent sur le plan associatif? Oui, de toute façon, M. Keita est dans la dynamique des directives de la conception même de la notion associative, dont ils ont une association qui milite pour regrouper les enfants du Niger. Il faut quand même préciser qu'il y a 2 ans déjà, le plus grand entrepreneur que moi j'avais côtoyé afro-caribéen de la région Rhône-Alpes, c'était quelqu'un qui était du Niger. Donc automatiquement, ce sont des gens qui entreprennent. De tout fait, il faut reconnaître que les pays de l'Afrique de l'Ouest, un bon nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont un système, commençant par le Sénégal, un système de regroupement très fort, contrairement aux pays de l'Afrique centrale. Ça, c'est un fait déjà. Maintenant, après, il y a des individualités qui concernant, par exemple, la région Rhône-Alpes, plus spécifiquement sur Lyon, des individualités d'entrepreneuriat qui sont plus marquantes, qui se marquent le plus sur les Camerounais, de ce fait, mais c'est très, très, très individuel, c'est très dispersé. Mais ce que moi je voudrais évoquer ici, c'est à l'exemple de cette association, c'est simplement, eux ils ont ce qu'on appelle un carnet de charges sur ce qu'on pourrait dire les actions vers le retour au pays natal. Mais simplement, dès le départ, on vit ici, on veut entreprendre ici, parce qu'il n'y a pas de raison pour ne pas entreprendre ici, bien que je ne condamne pas le fait d'entreprendre vers le pays d'origine. Le pays d'origine, et je pense que c'est là le sujet exact. Pourquoi cette force, ces personnes du Niger qui entreprennent, ces personnes du Cameroun qui entreprennent, du Sénégal, du Mali, et tous ces pays-là ne se retrouvent pas pour pouvoir faire une force. Et comme je vous le disais dès le départ, et c'est sous cet angle que je voudrais évoquer un certain nombre de choses, c'est que le milieu associatif, soit s'il est dressé sur le plan national, il sera plus dressé vers l'axe d'un parti politique. S'il est dressé sur le plan extérieur, donc vers le plan du pays d'origine, il est soit dressé sur le plan humanitaire, sur le plan humanitaire, ou alors dans un plan politique. Et dans le plan politique, il y a cette notion, soit dans l'opposition, soit avec le parti au pouvoir. Moi, je ne dis pas que M. Keita fait partie simplement de cette notion au pouvoir, mais il est sûr que ce qui s'est passé aujourd'hui au Niger, bon nombre de personnes en termes de consultants évoquent qu'il y a beaucoup de transparence dans ce qui se passe. Après, le Niger reste un pays d'Afrique qui a ses pressions et ses aléas. On souhaite simplement que tout se passe bien. Mais je ne veux pas reconcentrer le débat dessus. J'estime simplement que le milieu associatif, sur des thématiques qu'on prend pour monter des associations, devrait être certes
légèrement très regardant sur la vie politique et sur le milieu politique pour pouvoir donner la force au milieu économique. Tant que ça ne se passe pas comme ça, du moins ça se passe comme ça à Toulouse, ça se passe comme ça à Bordeaux. Et à Paris, ils sont en train de comprendre qu'il faudrait que ça se passe de la même façon. À Lyon, ça n'a même pas encore commencé à... Et pourquoi Pardon ? Et pourquoi Parce que c'est le monde des réseaux. Parce que les entrepreneurs qui peuvent se faire inviter par la CGPME ou bien par le MEDEF, c'est parce qu'ils ont pu créer un collectif d'entrepreneurs et on a pu découvrir quelle est leur force de frappe. Bien, quand vous êtes entrepreneur aujourd'hui, on vous demande quel est votre chiffre d'affaires de l'année passée. La question est posée dans Henri Gaston Ndombé. Sans publicité, ok, vous êtes patron d'Olic Entreprise, une entreprise qui aujourd'hui, vous l'avez dit sur ces ondes, qui aujourd'hui parvient à recruter et qui, voilà, a un chiffre d'affaires que moi je ne vais pas donner ici. Ça veut dire que vous appartenez à un réseau. C'est bien cela? Oui, heureusement. Alors, heureusement, il n'y a pas de mal. Et pourquoi, quand vous avez un réseau comme, c'est pas un procès, hein, vous avez un réseau et les autres, je veux dire, il y a des entrepreneurs qui sont à la traîne. Et on se rend compte que tant que cette communauté-là, appelons-la comme cela, ceux qui sont d'origine d'Afrique subsaharienne n'arrivent pas à être un groupe, à dire un maillon fort, ils seront tout le temps à la traîne. Et pourquoi rien n'est fait? Oui, mais peut-être parce que la première des choses, c'est que ce que vous entendez par entreprendre, c'est forcément pas ce que le monde du business entend par entreprendre. C'est-à-dire, une fois jeter la pierre quelque part, oui. Il y a beaucoup de modèles pour se faire un chiffre d'affaires, mais c'est forcément pas des modèles qui font entrer dans ce qu'on appelle le grand monde de l'entrepreneuriat. Comme je vous l'ai déjà dit, entreprendre un local, aller sur Paris, acheter des vivres et venir les revendre à la communauté, c'est pas comme ça qu'on va entrer, on va répondre aux appels d'offres. C'est surtout pas comme ça. Mais on ne condamne pas ça parce que ça a le mérite d'exister. Donc, quand vous me dites j'entretiens un réseau avec des gens qui ne sont pas de notre communauté. Et s'il y a des gens de notre communauté qui ont besoin aussi de faire partie de ce réseau, il faudrait qu'ils soient dans certaines compétences et aussi qu'ils apprennent à fonctionner comme le système de demande. Et il y a plusieurs qui sont là-dedans. J'étais encore en ligne cet après-midi avec Myriam Yelkouni, qui est un cabinet Alliance Comptabilité, qui est expert comptable. Donc automatiquement, ces clients ne sont forcément pas les clients de notre communauté. Et développer un réseau ne veut pas dire fonctionner avec sa communauté. C'est pas ça. Mais développer un réseau permet aussi d'introduire une certaine valeur ajoutée pour sa communauté. Bien, Henri Gaston Ndombé, ce que je voudrais simplement dire depuis que je pose ces questions, peut-être que je n'arrive pas à me faire comprendre, c'est que chez d'autres, dans d'autres milieux, dans d'autres groupes humains, parlons ainsi, dans d'autres, dans d'autres groupes, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui ont eu la possibilité avoir une expérience, d'accord, qu'elle soit fructueuse, qu'elle se solde par un échec, cela est mis à disposition de ceux qui entreprendront dans le futur. Vous voyez? C'est ce que je vous explique. Voilà. Pour que ceci soit à la disposition des autres, c'est parce qu'ils ont su créer un réseau associatif, donc par ces associations qui existent, comme M. Keïta, son association du Niger, qui va s'assembler avec l'association du Cameroun, etc. Et ils ont créé une vision politique, c'est-à-dire qu'ils ont créé des stratégies, comment répondre à leurs propres demandes communautaires auprès des partis politiques existants sur le territoire. Et par la suite, ils ont créé une force économique en regroupant donc de manière unanime l'ensemble des entrepreneurs de cette notion communautaire vers un tout. Bien. Et si déjà on est dissocié sur le plan associatif, on l'est aussi sur le plan politique, pourquoi devons-nous nous retrouver sur le plan économique? Bonne question. Henri Gaston Ndombé, merci beaucoup de votre disponibilité à nous éclairer ce soir. Merci également à Aboubacar Lalo Keïta d'avoir été présent ce soir pour nous apporter sa contribution dans ces échanges. Merci à vous deux. Merci, vraiment. Merci. Bien, mesdames, messieurs, notre magazine arrive donc à son terme. Pour ceux qui nous rejoignent qu'à ce moment, c'était donc Henri Gaston Ndombé, notre consultant sur les questions économiques. Il est chef d'entreprise et également il apporte son soutien à certains chefs d'entreprise dans le domaine du management stratégique. Aboubacar Lalo Keïta, lui, est enseignant. Ce soir, il a apporté son expérience en tant que vice-président du CONIF, entendu, Conseil des Nigériens de France. Notre magazine arrive à son terme. Pour vous servir ce soir à la réalisation, c'était des mains de maître Sernanesi Bouloukoué. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous est pris donc mardi prochain à la même heure.
Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio